Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, on va remonter le temps jusqu'en 1960 pour parler d'un film sur le voyage dans le temps. Dites-moi, c'est pas beau ça? La machine à explorer le temps, film réalisé par l'américain George Pal et adapté d'un des romans phares du britannique H.G. Wells paru en 1895 dans sa version originale. H.G. Wells a fait quelques ajouts après, quelques années après, et c'est d'ailleurs amusant parce que ce film adapte le roman de base, mais aussi les petits ajouts, plus rajoute sa touche personnelle d'époque. On se retrouve dans les années 1960, dans les années 60, donc 1960, en pleine guerre froide, on va dire, avec cette parano, cette crainte qu'une troisième guerre mondiale éclate et qu'elle mette fin à la civilisation. Ce n'est donc pas anodin que le héros de l'histoire, en allant dans le futur, tombe dans cette période où, en effet, malheureusement, la civilisation prend plus ou moins fin à cause de cette nouvelle guerre plus ou moins nucléaire. C'est intéressant. Mais c'était la réalité de l'époque et on ne pouvait pas passer à côté. J'imagine bien qu'il y a eu une pression derrière de la production et du scénariste et du réalisateur, tout ça mélangé pour euh, en parler et attirer le spectateur, et rentrer le spectateur en plein dans l'œuvre et dans le film, évidemment. Donc c'est une adaptation. Est-ce que c'est une bonne adaptation, pardon? Première question. Bah oui, plutôt. Disons que donc à part ce rajout-là, c'est assez fidèle, hein. On retrouve ce début de film où on voit l'inventeur donc de la machine à voyager dans le temps inviter une première fois ses convives pour leur présenter une version miniature et leur parler de ce projet-là. Ceux-ci restent sceptiques, il les réinvite 5 jours après et là on voit ce voyageur du temps revenir de son périple en mode chamboulé physiquement et psychologiquement. Et là démarre un grand monologue, c'est la plupart, c'est ce qui se passe dans le roman, hein, sur ses voyages futurs, enfin son voyage dans le futur. Et alors autant le roman de base se concentre sur ce qui se passe en l'an, je sais pas, en l'an 800 000 et quelques, là je j'ai pas la date précise, mais on se retrouve ouais, en 802 701, c'est ça, 12 octobre, hein, attention, c'était un jeudi. Le roman ça, se concentre là-dessus, autant donc le film prend son temps et installe un futur qui a déjà eu lieu quand le film est sorti, puisqu'on est en 60 quand le film sort, et ça parle de la première, de la deuxième guerre mondiale. Normal, ça resitue dans l'époque, en fait, c'est plutôt bien joué, je trouve. Et après, donc, il y a cet avenir récent de troisième guerre apocalyptique qui met fin à la civilisation à cause de la guerre froide. Et on se retrouve donc après totalement fidèle au roman, où le héros se retrouve projeté en l'an 800 000 et quelques, donc dans une société entre utopie et dystopie, hein, entre les deux, puisque vous avez d'un côté les Eloi, alors les Elois dans la version française, ça m'a fait mal de le voir en version française, hein, je vous l'avoue, mais bon, c'est pas grave, hein, je me suis pas pris la tête. Les Eloi et les Morlocks. Alors les Eloi, c'est les habitants de la surface qui sont en mode totalement oisif, en mode je profite de la vie, j'en ai rien à fiche de tout est beau, tout est magnifique. Et dans les souterrains, les Morlocks qui sont de vagues brutes épaisses qui se nourrissent des Eloi et qui se servent d'eux clairement. Alors ici, c'est marrant parce qu'il y a une dans le roman de H.G. Wells, il y a une critique de la lutte des classes là-dedans. Dans le film, c'est plus ambigu. Le film est beaucoup plus capitaliste, j'ai envie de dire d'ailleurs, au passage. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, alors j'ai peut-être tort, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti, puisque là, on critique clairement l'oisiveté des Eloi. Comme quoi, l'être humain aurait-il le droit de profiter en ne faisant rien du fait que la civilisation ait atteint son apogée. Et on voit le héros mettre ça en question. Eh, vous n'avez pas le droit d'être oisif comme ça, machin, c'est pas bien, il faut. L'idée de plaisir là-dedans est donc l'idée de plaisir en ne faisant rien est donc critiquée. Et c'est intéressant parce que j'imagine que certaines personnes auraient plutôt imaginé ceci comme un avenir parfait. Certes, il y a les Morlocks derrière, et donc l'oisiveté de l'homme a conduit à ce qu'il se fasse indirectement dominer par des créatures souterraines qui sont aussi des humains, parce que les humains en fait se sont scindés en deux groupes. Et donc voilà, la critique elle est là. Alors, elle est là dans le roman aussi, hein, mais je trouve que dans le film c'est assez frappant. Je ne sais pas, ça m'a un petit peu mis mal à l'aise quelque part, mais bon, c'était la réalité de l'époque, hein. C'est un film américain dans les années 60, en pleine guerre froide, il fallait assumer ce côté américain jusqu'au bout, et je pense qu'il y a une petite idée politique derrière aussi.
Dans ce film, on retrouve quelques acteurs sympathiques, dont le héros joué par Rod Taylor. Alors, Rod Taylor, c'est un Australien qui a fait sa carrière aux États-Unis et qu'on a pu voir dans Les Oiseaux d'Hitchcock. Alors, quand je l'ai vu dans le film, là, j'ai commencé le film sans faire attention vraiment aux acteurs qu'il y avait dedans. Je l'ai reconnu direct, parce que pour moi, Les Oiseaux, c'est le meilleur Hitchcock. Enfin, c'est mon Hitchcock préféré, en tout cas. Et bon, j'étais content de le voir là-dedans. Il est très bon, hein. C'est vraiment un acteur qui joue parfaitement son rôle, sans chichi. Et je le trouve plutôt bien impliqué dans ce côté inventeur passionné qui découvre le monde en tant qu'humain perdu qui est curieux à la fois. C'est très intéressant. Voilà. Donc après, que dire de ce film sinon qu'il est bien, plutôt bien fait pour l'époque. Il y a des bons effets spéciaux quand la machine change d'époque, c'est plutôt bien fait. Il y a quelques critiques qu'on peut faire évidemment, mais c'est l'époque, c'est pas dramatique. Il y a ce mannequin qui reste là plus d'une centaine d'années ou presque sans être changé dans un magasin. Bon, c'est complètement improbable, mais c'est pour renforcer le récit, donc ça passe. Il y a aussi le renforcement par rapport au livre de la romance entre donc le héros Rod Taylor qui s'appelle George dans le film, George hein, si vous préférez, hommage à Wells qui s'appelait lui-même George dans son deuxième prénom. Donc cette romance entre le héros et l'une des Eloy, comme dans le film, qui va sauver alors qu'elle est en train de se noyer, machin, une dénommée Wina. Mais le problème, c'est qu'elle est trop mise en avant, je trouve, trop frontale. Alors que dans le livre, il y a une belle ambiguïté où on sent que le héros est attaché de façon paternelle et à la fois plus qu'amicale, si vous voyez ce que je veux dire. C'est cette ambiguïté que j'aimais bien dans le roman, parce que c'est pas évident à imaginer. Et là, dans le film, cette ambiguïté est totalement balayée. Il y a clairement la musique derrière en mode niaise qui se lance dès que les deux se mettent à parler et se rapprocher. Bon, bah, c'est la réalité cinématographique de l'époque aussi. Il faut toujours ce petit, d'ailleurs aujourd'hui encore, hein, il faut toujours ce petit côté romance dès qu'on peut à mettre entre deux personnages. Autre chose, les Eloy parlent anglais dans le film. Bon, là aussi c'est pour faciliter le récit, évidemment. Mais c'est dommage, je trouve. C'est dommage parce que dans le roman ils parlent pas. Enfin, ils parlent une langue très simplifiée et on perd ce côté échange linguiste. Alors évidemment, il y a un point de vue aussi à vouloir se concentrer sur ce qui s'est passé, donc Première, Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, fin de la civilisation. En montrant cela, on a moins de temps dans la deuxième partie pour se concentrer sur la relation entre le héros et les habitants du futur très à venir. Peut-être aurait-il été intéressant de se concentrer uniquement sur cette époque et prendre plus son temps à faire développer le langage et la communication entre le voyageur dans le temps et les Eloi, mais ça aurait été un film d'auteur beaucoup moins rythmé et pas à la mode de l'époque, et même aujourd'hui ça passerait pas évident, ça passerait même encore moins aujourd'hui. Mais il aurait été intéressant de voir une version film d'auteur, entre guillemets, qui se concentrerait sur ça. Alors, ça n'aurait pas été évidemment la même chose. Bref, un bon film de science-fiction pour l'époque, auquel je mettrais un 7, 7,5. Pas plus, parce que... pas plus, voilà. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je l'ai vu donc juste après avoir relu le roman. C'est pour ça que j'ai eu envie de le voir d'ailleurs. Et en gardant en tête la version remake qui est sortie des années après. Alors, je ne sais plus quand exactement, dans les années 2010, me semble-t-il. Je dis peut-être des bêtises. Non, 2002, pardon. En 2002. Un remake que j'avais pas aimé du tout et qui n'avait pas été apprécié d'ailleurs. Et avec le recul, un remake assez éloigné de la version du roman, parce que il faudrait que je le revoie. Mais il y avait quand même quelque chose de bizarre dans ce remake réalisé par l'arrière-petit-fils de H.G. Wells d'ailleurs. À voir, à revoir, mais pas de suite. On a le temps. Le temps, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est la fin de cette critique. À voir, un film à voir pour les fans de science-fiction. Si vous avez aimé Retour vers le futur et tout, et que vous voulez vous intéresser à des vieux films parlant de voyage dans le temps, c'est la base, hein. Le monde, la machine à explorer le temps, avec le roman en tête aussi, si vous ne l'avez pas lu, foncez. C'est un classique. À la prochaine, ciao.